Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Salam Areski. Donc là, je serai votre présentateur pour ce webinaire. Je serai assisté de mon collègue Nicolas Herlot, qui se fera un plaisir de répondre à vos différentes questions par chat. Vous avez la possibilité donc de poser des questions durant le webinaire ou à la fin du webinaire et on s'efforcera de vous répondre en parallèle. On va attendre encore quelques minutes, le temps que d'autres personnes se joignent au webinaire. J'aimerais que vous leviez la main, s'il vous plaît, pour vérifier si vous m'entendez bien. OK, très bien. C'est parfait. On va encore patienter quelques minutes. Bien, nous allons donc démarrer le webinaire d'aujourd'hui qui sera donc consacré aux solutions résidentielles Fronus. Je tiens juste à rappeler avant de débuter que le webinaire sera enregistré et qu'un lien pour le revisionner vous sera ensuite envoyé, ainsi que le contenu de la présentation. Donc à la fin du webinaire, vous aurez aussi un questionnaire de satisfaction qui vous sera proposé donc à la fermeture du webinaire. N'hésitez pas à y répondre, s'il vous plaît. Ça vous permettra donc d'améliorer les contenus et les sujets de webinaires futurs. Bien. Donc au niveau des solutions de résidentielles, on va d'abord parler des onduleurs, donc onduleurs résidentiels sans stockage. Qu'est-ce qui existe dans la gamme Fronus pour ce type d'application? Donc on a la gamme Snap Inverter, donc ça regroupe la gamme Primo en monophasé. C'est une gamme qui va de 3 à 8 kg avec 2 trackers MPP et une classe de protection IP65, donc qui permet de le mettre aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Une gamme très intéressante puisque en monophasé, il y a très peu d'onduleurs concurrents qui dépassent les 6 kg et là, la gamme Primo permet de monter jusqu'à 8 kg sur du monophasé. Donc très intéressant pour tout ce qui est autoconsommation. Ensuite, dans la partie triphasé, toujours pour le résidentiel, donc vous avez la gamme Simo qui va de 3 à 8.2, donc avec 2 trackers MPP pour la version M. Donc le M signifie multitracker. Classe de protection toujours IP65. On est dans le même type de gabarit que le Primo en termes de dimension.
Donc la gamme Snap Inverter en fait sera proposée pour vos clients qui ne veulent pas de stockage et qui ne se projettent pas à l'avenir dans du stockage, puisque s'ils veulent ensuite évoluer, ça sera difficile avec ce type d'onduleur. Il est réellement pas capable de gérer la charge et décharge de batterie. Il sera donc obligé de changer l'onduleur ultérieurement. Donc là, prévoyez bien quelles sont les ambitions futures de votre client. Toujours dans la gamme onduleur sans stockage, donc vous avez aussi la gamme Gen 24 dont on parlera un peu plus tard. En termes de construction pour la gamme Snap, donc c'est un onduleur qui est en deux parties. Donc vous avez un support mural sur lequel va venir ensuite se positionner un étage de puissance. Sur ce support mural, donc vous aurez toute la partie connectique DC, AC pour le raccordement de tous vos câbles de puissance. Et donc quand on va enquiller la partie puissance, vous aurez donc votre onduleur complet qui sera fermé, étanche, etc. Donc ensuite on a la gamme Gen 24. Alors pour ceux qui ont déjà utilisé le Gen 24, faites attention. C'est une évolution de la gamme Gen 24 que vous avez pu acheter jusqu'à aujourd'hui. Vous avez jusqu'à aujourd'hui acheté des Gen 24 Plus et depuis le mois de novembre 2023, le Gen 24 tout court, sans l'option Plus, a commencé à être disponible pour le marché. Donc le gamme Gen 24 tout court est un onduleur sans stockage. Donc il existe en version monophasée, donc de 3 à 6 kg, 2 trackers MPP. Et ce qui est intéressant aussi sur cette gamme, c'est qu'il fournit une sortie secours qu'on appelle le PV Point, sur lequel on reviendra un peu plus tard, qui permet d'avoir un mode secours sans batterie, donc uniquement en fonction de la disponibilité du soleil. Donc on reviendra sur ce PV Point un peu plus tard. Toujours sur la gamme Gen 24, vous avez donc des onduleurs triphasés. Donc on a des onduleurs qui vont de 3 à 5 kg, 2 trackers, toujours le PV Point. Donc là, on a le même gabarit que le Primo en termes de dimension. Et ensuite, un modèle un peu plus gros, mais ça nous reste toujours dans la partie résidentielle. Donc le Simo Gen 24 de 6 à 10 kg, 2 trackers et toujours le PV Point. Donc là, la gamme Gen 24 va plutôt être proposée à vos clients qui ne sont pas pour l'instant intéressés par du stockage, mais qui sont prêts éventuellement à le faire à l'avenir si soit les tarifs d'électricité augmentent fortement, soit les tarifs de batterie baissent dans le futur. Donc c'est un produit qui sera évolutif. Donc l'onduleur a été redesigné pour faire en sorte qu'il soit le plus simple possible à le monter ou à en faire la maintenance. Donc le nombre, je dirais, de pièces ou de blocs est réduit au maximum. Quelles sont les spécificités de ces gammes de produits, aussi bien Snap que Gen 24? Alors, vous entendrez peut-être le terme de Superflex Design dans les documentations commerciales ou marketing. Donc, ça traduit en fait la flexibilité de nos produits en termes de dimensionnement. Donc, que vous ayez des toitures est-ouest ou des petits pans et des grands pans, ou que vous ayez des ombrages ou une grosse disparité entre deux surfaces en termes de quantité de panneaux. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des plages de tension de fonctionnement de votre onduleur qui soient assez larges. Donc pour la gamme Snap Inverter, donc là, pour le Primo, on peut fonctionner entre 80 volts et 1000 volts. Donc c'est ce qui autorise une large plage de fonctionnement et vous permet de faire donc des chaînes PV de grande taille ou de petite taille et d'avoir des quantités de panneaux réduites sur un certain pan si c'est nécessaire. Et donc on peut aller quasiment monter quatre panneaux sur une seule chaîne pour le faire fonctionner. Sur la gamme Simo Snap Inverter, toujours, on tourne donc entre 150 et 1000 volts. Sur la gamme Gen 24, là par contre, la gamme Primo Gen 24, donc là on tourne entre 65 volts et 600 volts. Donc faites attention, hein. Donc le 600 volts est mis en rouge ici. Pour ceux qui ont l'habitude jusqu'à aujourd'hui de poser des gammes Snap en Primo monophasé jusqu'à 1000 volts, faites attention si vous posez un Primo Gen 24 monophasé de veiller à ne pas dépasser les 600 volts en tension maxi. Donc ça veut dire que vous aurez des chaînes plus courtes, mais par contre vous pourrez en mettre plusieurs en parallèle. Et là par contre en tension minimum de fonctionnement, on descend relativement bas puisqu'on descend jusqu'à 65 volts comme seuil de tension minimum de fonctionnement. Sur les Simo Gen 24
Là, par contre, on tourne entre 80 et 1000 volts, ce qui permet encore une fois ici d'avoir une plage de fonctionnement très large. Gestion de l'ombrage. Donc ces deux gammes de produits, que ce soit Snap ou Gen 24, intègrent donc un algorithme de recherche de points MPP évolué. Et qu'est-ce qui se passe en termes d'ombrage sur les panneaux? Donc en fait, sur une courbe tension-courant d'un panneau, où ici on a la puissance tension. Donc là, la puissance va monter jusqu'à un point d'inflexion, et ensuite cette puissance va chuter et l'onduleur va scanner entre guillemets cette courbe et définir à partir de quel moment on a un point d'inflexion, et il va se caler sur ce point qui donne la puissance maximum. Ça, c'est dans le cas où on n'a pas d'ombrage. Dans le cas où un ombrage, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir plusieurs points d'inflexion, et un algorithme peu développé risque de se caler sur un point MPP qui donne donc une puissance de fonctionnement relativement basse par rapport à un point qui est ici plus important, et qui donnera une puissance de production plus élevée. Donc l'algorithme Dynamic Peak Manager donc va permettre d'aller scanner cette courbe et d'aller comparer en permanence plusieurs points d'inflexion pour ensuite se caler sur celui qui donne le maximum de puissance. Donc l'intérêt de cet algorithme Dynamic Peak Manager, c'est qu'un, il est intégré de série. On l'intègre de série et on ne laisse pas activer manuellement, puisqu'on perd très peu de rendement sur l'onduleur lui-même. On est à quasiment moins de 0,5% de perte annuelle. Donc c'est plus intéressant de l'intégrer de série que de vous le laisser le mettre en marche si vous en avez besoin. Après, vous pouvez toujours le désactiver si vous voulez vraiment pas, si vous êtes sûr que vous n'aurez pas d'ombrage aujourd'hui ou dans le futur avec d'autres éléments architecturaux qui pourraient créer un ombrage. Donc cet algorithme permet de récupérer une partie de production qui aurait été perdue si votre onduleur avait un algorithme plus pauvre, entre guillemets, et moins développé. Donc ici, en vert, on voit une partie récupérée grâce à cet algorithme évolué. Bien, ensuite, autre fonctionnalité intéressante qui a commencé à se développer en 2023, c'est l'algorithme de détection d'arc électrique, donc appelé chez Fronus Fronus Arc Guard. Donc qu'est-ce qui se passe quand un arc est détecté? Dans ce cas-là, l'arc fault detection donc va détecter qu'il y a une perturbation du signal de courant au niveau DC, et va donc s'éteindre automatiquement. Il va redémarrer au bout de 10 minutes et au bout de 4 fois si le problème est toujours existant. Dans ce cas-là, il s'arrêtera complètement, et ce sera à vous d'intervenir pour soit le redémarrer, soit rechercher l'origine du problème au niveau de vos chaînes PV. Donc cette fonctionnalité est en prévision de l'application d'une norme européenne qui est déjà entre guillemets validée, mais qui n'est pas pour l'instant exigée dans tous les pays. Mais le jour où ce sera exigé, tous les onduleurs devront y répondre, ou alors s'ils n'y répondent pas, ce sera à vous de poser des boîtiers externes qui vont ensuite répondre à cette nouvelle norme. Donc là, je dirais, on est plutôt en avant-première, puisque cette fonctionnalité va se mettre en place sur certaines gammes de nos onduleurs en avance de la décision d'application de cette norme. Donc, quels sont les onduleurs résidentiels qui en seront équipés? La gamme Snap Inverter sur les petits modèles résidentiels n'en sera pas équipée. Donc, ce sera la gamme Gen 24 résidentielle qui en sera équipée à partir du premier trimestre, je dirais 2024. Donc, l'activation ou la désactivation se fera directement sur l'interface de réglage de l'onduleur. Sachez toutefois que sur les gros onduleurs Snap, donc les SIMO Advanced de 10 à 20 kg ont déjà cette fonctionnalité embarquée depuis le mois de mars de cette année. Quelles sont les autres spécificités de nos produits? C'est aussi un refroidissement actif. C'est un choix que Fronus a fait de mettre des systèmes de refroidissement actif. On considère que c'est ce qu'il y a de plus performant par rapport à des systèmes de refroidissement passifs. Donc sur les gammes Snap, donc vous avez des ventilateurs extérieurs. Donc en fonction de vos gammes de produits et de la puissance, vous aurez soit un ventilateur extérieur, soit deux ventilateurs
extérieur et l'air chaud sera refoulé par le haut. La vitesse de régulation de ces ventilateurs dépend de la température interne de l'onduleur. Vous pouvez tester ces ventilateurs via l'écran de l'onduleur, via le menu Setup. Et l'efficacité du système de refroidissement permet donc à la majorité de cette gamme d'onduleurs de tenir jusqu'à des températures ambiantes de 50 degrés quasiment sans créer de phénomène de dérating, donc de baisse de rendement. Sur la gamme Gen 24, le système de refroidissement a encore été poussé plus loin, puisque là, on a un design relativement bien cherché et évolué, qui permet donc un refroidissement complet de la machine. Et ce design permet aussi de réduire le niveau sonore de nos onduleurs pour passer de 60 à 40, 42, 43 dB actuellement. Donc l'air chaud est évacué dans toutes les directions au niveau de cette gamme de produits. Et la baisse de température au niveau de l'électronique interne grâce à ce système permet une meilleure longévité des composants électroniques. En termes de communication, comparativement à certains concurrents qui vous proposent des solutions de monitoring supplémentaires et en option, donc qui ne sont pas intégrés à l'onduleur, chez Fronius, les systèmes de communication sont intégrés de série, donc il n'y a pas besoin de débourser de l'argent supplémentaire pour acquérir des boîtiers externes pour la partie communication. Donc sur la gamme Gen 24, donc la carte de communication se nomme la carte pilote, donc elle est intégrée à l'onduleur. Cette carte pilote peut être connectée en Wi-Fi ou en filaire à une box Internet, à un routeur Internet, et grâce à ce routeur, on peut ensuite aller récupérer nos données de production en temps réel ou en archivage sur le portail Fronius SolarWeb. Ce Fronius SolarWeb existe sur un PC via un navigateur Internet ou sur les smartphones ou tablettes via une application dédiée, SolarWeb app. La gamme Gen 24, donc au niveau paramétrage de la partie com, va se faire via un point d'accès. Donc en fait, vous avez un bouton central optique où vous passez le doigt et donc il génère un point d'accès Wi-Fi. Et grâce à ce point d'accès, vous pouvez paramétrer l'appareil pour le relier à votre routeur. Si vous voulez relier en Wi-Fi et que vous ne connaissez pas le mot de passe de votre routeur, vous pouvez activer la fonction WPS. Et donc, ça va jumeler votre onduleur et votre routeur pour une communication sans rentrer le mot de passe. Sur les gammes Snap Inverter, donc la carte de communication se nomme la Data Manager Card. Elle est aussi intégrée de série. L'onduleur existe en version standard, donc avec la carte embarquée. Donc, si vous demandez rien à votre distributeur, théoriquement, il devrait vous donner une version standard et la carte Data Manager est intégrée de série. Si par contre, vous voulez une version sans carte de communication, elle existe en version light, donc je dirais que c'est une version optionnelle de cette gamme. Donc faites attention quand vous achetez une gamme Snap Inverter chez votre distributeur de vérifier que si c'est une version standard ou light. Dans l'hypothèse où il y aurait juste une version light en stock, dans ce cas-là, vous pouvez acheter la Data Manager ultérieurement et venir la rajouter dans votre onduleur light. Et ça en fera un produit communicant. Le système reste le même, donc la carte de communication peut être reliée en Wi-Fi ou en filaire à votre box Internet et vous pouvez ainsi récupérer vos données de production sur le portail SolarWeb. Donc en termes de paramétrage, c'est identique. Donc là, on va activer le point d'accès Wi-Fi de la Data Manager via l'écran de l'onduleur dans le menu Setup, activer point d'accès, et vous pourrez ainsi vous connecter sur ce point d'accès pour paramétrer l'onduleur et paramétrer, je dirais, toute la partie communication. Pour paramétrer l'onduleur, que ce soit Snap ou Gen 24, vous avez une application qui s'appelle Fronius Solar Start qui vous permet via un smartphone de vous connecter au point d'accès de l'onduleur et à faire tous les paramétrages de vos onduleurs. Alors revenons sur un point important de la gamme Gen 24 qui est un atout, c'est le point PV. Alors quel est le rôle du point de PV?
Donc l'intérêt du point de PV, c'est justement d'aller faire un mode secours sans batterie, donc uniquement en fonction de la disponibilité du soleil. Donc la sortie PV Point doit être câblée sur une prise dédiée qui ne servira que pour le mode secours. Ce mode secours peut fournir jusqu'à 3000 watts maximum en monophasé, sans batterie, et vous n'avez pas besoin de coffret mode secours à installer pour respecter, je dirais, les normes de passage en mode secours. Si vous avez un Primo 6, donc de 6 kg théoriquement, sachez que cette prise PV Point ne pourra pas dépasser les 3000 watts. Ça reste une constante, quelle que soit la puissance nominale de votre onduleur, il ne peut débiter que 3000 watts maximum. Donc en termes de fonctionnement, donc là, vous avez votre soleil qui produit, vous êtes connecté réseau, le réseau est présent. Quand le réseau disparaît, donc là, il y a un petit laps d'attente, entre guillemets, de basculement qui est inférieur à 1 minute. Et ensuite, l'onduleur va alimenter cette prise de secours et vous pourrez brancher donc ce que vous souhaitez à hauteur de 3000 watts maximum. En termes de branchement, pour cette sortie PV Point. Donc là, au niveau de l'onduleur, vous avez un bornier spécifique à la sortie PV Point. Donc vous avez une phase, un neutre et un deuxième neutre. Et en fait, ce bornier, vous allez venir brancher une prise dessus, protégée par un disjoncteur différentiel, donc de 30 mA à immunité renforcée, et un disjoncteur de protection de 16 ampères. Ensuite, à l'intérieur de l'onduleur, vous avez ici une barrette de terre que j'ai représenté ici, et donc vous allez avoir le deuxième node qui va être relié à la terre. Pourquoi? Parce que quand l'onduleur va basculer en mode secours sur cette sortie PV Point, pour faire fonctionner le différentiel, donc là l'onduleur va se mettre ici en régime TNS pour que le différentiel puisse fonctionner et protéger vos charges mises sur cette prise. Ensuite, donc là on a parcouru la gamme résidentielle sans stockage. Là, on va passer maintenant aux onduleurs résidentiels avec stockage. Donc là, dans cette gamme, on va parler du Fronius Gen 24 en évolution plus. Donc ce sera le Gen 24 plus. Et donc on va pouvoir libérer toutes les fonctions du Gen 24 initialement posées. Donc là, on a vu tout à l'heure le Gen 24 standard, ou je dirais classique. Donc là, on ne peut pas gérer de batterie, on ne peut pas gérer de mode secours complet. On a malgré tout une fonction PV Point disponible. Et on va pouvoir faire évoluer cet onduleur en intégrant une licence supplémentaire qu'on va pouvoir acheter sur le site Fronius SolarWeb, qui vous emmènera donc sur un web shop, donc sur un site d'achat. Vous achetez une licence, vous l'implémentez dans l'onduleur et ça va pouvoir le transformer en Gen 24+, et ça va libérer ses fonctionnalités pour gérer la charge et décharge de batterie, et ça va aussi libérer une fonctionnalité qui est le full backup, donc le mode secours complet, où là on va pouvoir tirer la puissance nominale de votre onduleur. Ça devient intéressant de poser, je dirais, à l'origine déjà un Gen 24 tout court, même si votre client n'est pas encore prêt à du stockage, mais qu'il envisage éventuellement l'avenir en évolution. Ça permet juste via une licence, sans acheter un nouvel onduleur et sans remanier, je dirais, les chaînes PV, etc., de passer d'un onduleur, je dirais, classique à un onduleur plus évolué qui est capable de gérer des batteries. Donc ça, c'était l'option 1. Vous avez acheté un Gen 24 initialement et vous le faites évoluer. L'option 2, c'est aussi d'acheter directement l'onduleur avec toutes les fonctionnalités disponibles. Dans ce cas-là, vous achetez directement chez votre distributeur et vous commandez une version Gen 24 Plus qui est d'origine débridée en sortie d'usine. Donc là, toutes les fonctionnalités sont déjà actives sans mettre une licence. Quelles sont les caractéristiques générales de cette gamme Gen 24 Plus? Donc là, comme c'est la même gamme que la Gen 24 tout court, donc là on retrouve bien en monophasé des classes de puissance de 3 à 6 kg avec différentes variantes de puissance, donc 3, 3, 6, 4, 5 et 6 kg. Deux trackers MPP, le premier gère jusqu'à 22 ampères, le deuxième jusqu'à 12 ampères en provenance de vos chaînes. Une entrée batterie, donc il va être capable de charger et décharger votre batterie à 22 ampères.
et la plage de tension de fonctionnement, donc entre 65 et 600 volts, qu'on avait vu tout à l'heure en début de présentation. La classe de protection, on est sur un IP66, donc une classe de protection assez élevée. Au niveau triphasé, donc là on a les petits modèles de 3 à 5 kg et je dirais les gros modèles de 6 à 10. Alors là, en termes de tracker MPP, là par contre, c'est pas les mêmes courants admissibles. Sur les petits modèles, on a 12 ampères et demi sur chaque tracker, et sur les gros modèles de 6 à 10, on gère donc 25 ampères sur le tracker 1 et 12 et demi sur le tracker 2. Même chose pour la partie gestion de la batterie. Donc le petit modèle de 3 à 5 kg, donc charge et décharge la batterie à 12,5, alors que les gros modèles de 6 à 10 charge et décharge la batterie à 22 ampères. Les tensions de fonctionnement DC de 80 à 1000 volts, ça on avait déjà vu tout à l'heure, et les classes de protection, on est aussi en IP66. Donc là, on va parler de technologie multiflow, donc ça veut dire des flux dans toutes les directions. Donc là, on pose l'onduleur, on peut poser l'onduleur Gen 24 Plus aussi sans batterie au début. Donc là, on va pouvoir faire de la revente, de l'autoconsommation avec ou sans revente du surplus. On intègre donc un compteur Fronius en début de circuit pour avoir un bilan énergétique complet, pour visualiser ce qu'on tire du réseau ou ce qu'on réinjecte dans le réseau. Ou si on ne veut pas réinjecter, on va pouvoir aussi brider la réinjection en réglant un zéro injection. On va venir ensuite rajouter la batterie, et grâce à cette batterie, on va pouvoir stocker l'excédent qui n'a pas pu être consommé, donc le surplus disponible et qui n'a pas pu être consommé, on va le stocker dans la batterie, et la batterie va pouvoir vous le refournir en complément à votre maison s'il n'y a plus assez de PV pour alimenter la maison. Donc vous aurez un mix PV plus batterie en complément, ou la nuit, quand il n'y a plus de PV du tout, la batterie va pouvoir se décharger pour alimenter vos consommateurs. Alors on a aussi la possibilité de recharger la batterie en provenance du AC. Sans réglage spécifique, la batterie n'ira pas puiser dans le réseau alternatif. Il ira le puiser que si il atteint un niveau de décharge critique. Donc si on descend autour de 3% de niveau de charge, là par contre, pour se maintenir en sécurité de fonctionnement, il ira piocher un peu dans le réseau juste pour se remonter à un niveau de charge autour de 5%. Autrement, il n'ira jamais puiser par lui-même. Par contre, si vous souhaitez qu'il stocke en provenance du réseau, il y a des fonctionnalités embarquées que vous pouvez activer. Et vous pouvez dire à votre batterie que de telle heure à telle heure, je veux que tu tires du réseau telle puissance pendant ce créneau horaire. Et l'intérêt de ces fonctionnalités, c'est justement de pouvoir éventuellement charger la batterie pendant les heures creuses et autoriser la batterie à se décharger pendant les heures pleines, ce qui permet en fait de consommer pendant les heures pleines de l'énergie qu'on a stockée pendant le moment où l'énergie n'était pas très chère pendant les heures creuses. Alors, autre aussi fonctionnalité intéressante de la gamme Gen 24 Plus, c'est que si vous avez un autre onduleur qui soit Fronius ou non Fronius, dans ce cas-là, vous pouvez indiquer à l'onduleur qu'il y a une autre source de production et l'onduleur pourra aller récupérer cet excédent en stockage AC vers DC. Donc, ça veut dire que l'onduleur est capable de stocker en conversion DC vers DC en provenance de son générateur PV relié au Gen 24. Et il peut aussi convertir en AC-DC en provenance d'une autre source de production, que ce soit une éolienne, un onduleur Fronius ou un onduleur d'une autre marque. Ça, c'est une fonction activable manuellement en fonction de vos besoins. Alors, on peut même imaginer que vous ayez un onduleur déjà existant sur site, que vous n'ayez plus assez de surface en toiture pour venir mettre un Gen 24 avec des panneaux dessus. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter le Gen 24 tout seul avec les batteries, sans PV, et il ira récupérer l'excédent de l'autre onduleur pour aller le stocker dans la batterie, et il pourra ensuite vous relarguer ce qu'il a stocké en journée ou de nuit pour consommer cette énergie emmagasinée. Alors sur ce Gen 24 Plus, donc on a toujours le PV Point qu'on avait initialement sur le Gen 24 tout court, et là on débloque aussi une nouvelle fonction qui est le Full Backup qui va pouvoir secourir toute la maison jusqu'à la puissance nominale de l'onduleur. Alors la différence entre ces deux modes secours, donc le mode Full Backup, l'intérêt c'est qu'on peut faire un mode secours en monophasé si vous avez un onduleur monophasé,
et que vous pouvez faire un mode secours triphasé si vous avez un onduleur triphasé. Ensuite, la batterie par contre est obligatoire quand vous êtes en mode secours complet, ce qui permet en fait de faire un mode secours qui fonctionne de jour comme de nuit. Et vous pouvez bien sûr secourir jusqu'à la puissance nominale de l'onduleur. Donc si vous avez un onduleur de 10 kg et que la batterie que vous avez est capable de fournir 10 kg en instantané, dans ce cas-là, vous pouvez monter jusqu'à 10 kg en puissance de secours. Le mode PV Point, lui, par contre, il est uniquement monophasé. Même si votre onduleur est triphasé, cette sortie secours, qui est spécifique, elle ne sera qu'en monophasé. Ce PV Point fonctionne de jour uniquement si vous n'avez pas de batterie et peut fonctionner de jour et de nuit si vous avez des batteries. Par contre, on est limité à 3000 watts en monophasé sur cette prise de secours. Alors, élément important qu'il faut considérer. Alors, sur la gamme Primo Gen 24+, donc le PV Point et le Full Backup sont actifs. Sur les Simo Gen 24+, de 6 à 10 kg, le PV Point et le Full Backup sont aussi disponibles. Par contre, faites très attention, sur les Simo Gen 24+, de 3 à 5 kg, le PV Point est disponible. Par contre, le Full Backup n'existe pas sur cette gamme-là. Donc, si vous avez besoin d'un Full Backup sur des onduleurs triphasés, démarrez directement avec un minimum un Simo Gen 24+, de 6 kg. Donc, les petits modèles, il peut gérer la charge et décharge, mais il ne peut pas gérer deux modes secours en Full Backup. Alors, revenons sur le PV Point. Donc là, on rappelle des éléments, alimentation d'une prise limitée à 3000 watts, avec ou sans batterie, sans coffret de secours. Donc là, le réseau disparaît, on alimente une prise, et si vous avez une batterie, bien sûr, il pourra aller stocker l'excédent dans la batterie et vous redonner un complément de journée ou de nuit. Alors là, par contre, faites attention au niveau branchement. Si vous n'avez pas de batterie, le branchement est le même qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on voit bien que la phase et le neutre de cette sortie secours est branché sur la prise avec une protection d'un différentiel 30 mA et d'un disjoncteur 16 ampères. Et on a ici donc le deuxième neutre qui est à la terre pour avoir un régime neutre TNS quand on bascule en mode secours. Spécificité française, quand on a une batterie. Donc là, quand on a une batterie, le type de câblage est complètement différent. Donc, la norme ou le consuel, dirais-je, oblige à mettre un deuxième différentiel type B en sortie d'onduleur. Et par contre, le neutre ici de la broche secours ne doit pas être relié à la terre. La terre doit être reliée en fait au neutre entre le type B qui est là et le type A qui est là. Alors, quelle est la fonction de chacun de ces différentiels? Le type A, son rôle, c'est de protéger les charges qui sont branchées sur cette prise de secours. Le type B, lui, n'a pas la fonction de protéger les charges. Sa fonction, c'est d'aller arrêter, je dirais, la partie secours. L'onduleur étant un onduleur à technologie sans isolation galvanique, si vous mettez des batteries connectées en DC sur un onduleur sans protection galvanique, la norme vous oblige donc à mettre ce différentiel type B. L'objet, c'est d'empêcher, en cas de défaut sur la batterie, qui est un courant DC qui traverse l'onduleur et qui se retrouve en sortie de la prise ici secours. Donc le type B, finalement, protège en cas de défaillance de la batterie. L'onduleur est de constitution capable de le faire, mais la fonctionnalité interne des onduleurs sont pas reconnues, je dirais, en France, et l'obligation de mettre une protection physique externe et de rigueur pour la France. Donc si vous regardez ce webinaire en provenance d'un autre pays, Belgique ou autre, sachez que cette exigence n'est pas demandée dans les autres pays, et donc vous pouvez parfaitement vous affranchir du type B.
Le full backup. Donc là, rappelez-vous, la batterie est obligatoire pour faire un mode secours complet. Donc mode secours jour et nuit, mono ou triphasé en fonction du modèle d'onduleur que vous avez, jusqu'à la puissance maximum de votre onduleur. Et par contre là, la norme vous oblige à mettre un coffret secours pour respecter donc certaines obligations. Donc si vous regardez le guide UTE C15712-3, il est indiqué que si vous passez en mode secours, vous devez couper l'épaule, donc ça veut dire la phase et le neutre, ou les trois phases et le neutre, pour vous isoler du réseau. Et comme vous êtes isolé du réseau et que le neutre est coupé, il faudra aussi recréer un neutre à la terre pour que vos différentiels fonctionnent lors du passage en mode secours. Et donc là, vous aurez aussi des relais qui mettront le neutre à la terre dans votre coffret secours pour permettre un régime de neutre qui permet la protection de vos différentiels. Donc là, l'objet de ce webinaire, c'est pas de rentrer dans le détail de toutes ces fonctionnalités. Il y aura des formations spécifiques, soit via webinaire, soit directement en région. On en fait régulièrement une fois par mois, quasiment en région. Donc n'hésitez pas à rejoindre une de ces formations locales. Alors comment fonctionne ce mode secours? Là, c'est très schématisé. Donc le réseau disparaît. Donc l'onduleur va aller piloter des composants dans le coffret secours. Donc là, le coffret secours ici est représenté par un simple interrupteur, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc là, c'est vraiment schématisé. Donc l'onduleur va aller isoler l'installation domestique du réseau alternatif pour être sûr que le réseau, s'il revenait sans que l'onduleur l'autorise, ça ne puisse pas fonctionner. Donc l'onduleur pilote des relais externes pour s'isoler du réseau et ensuite il va pouvoir redémarrer en mode secours pour fournir votre maison. Donc, le type de coffret, donc il y a pas mal de tabletiers qui en construisent et qui sont compatibles avec Fronus. Donc vous pouvez acheter ces coffrets soit directement chez les tabletiers, soit chez vos distributeurs habituels. Donc parmi les tabletiers qui en font, on a les sociétés telles que Cap Conception, RI2E, Technideal, CIMEF et plein d'autres que je ne peux pas tous citer. Il faut juste retenir que le mode secours n'est pas un mode UPS, c'est-à-dire qu'il n'y a pas continuité de service. Quand le réseau disparaît, l'onduleur s'arrête et ensuite redémarre en mode secours, mais ça peut durer entre 20 secondes et 60 secondes. Tout dépend du modèle d'onduleur et de l'architecture. Quelles sont les batteries compatibles et disponibles sur les gammes Gen 24+. Donc on a la gamme BYD. Donc BYD est un fabricant de batteries et de véhicules électriques. Donc les modèles de chez BYD qui sont compatibles avec nos onduleurs Gen 24+, c'est les modèles BYD Battery Box Premium HVS et HVM. Donc c'est des technologies lithium fer phosphate. Donc la technologie lithium fer phosphate fait partie des technologies lithium les plus sûres parmi les différentes catégories de lithium. Les HVS, donc là, c'est une gamme qui va de 5,1 à 10 kWh en stockage, et les HVM vont de 11 à 22 kWh, et on augmente la capacité en rajoutant des modules. Donc chaque module fait à peu près 2,6 à 2,8 kWh, et donc on peut venir rajouter des modules complémentaires si initialement on avait un petit peu sous-estimé nos besoins. Donc le montage est au sol et la mise en service est plutôt facile puisqu'on vient juste emboîter des modules de batterie. Un BMS est tout en haut de cette tour. Ce BMS, son rôle, c'est de communiquer avec l'onduleur et aussi de gérer la charge et décharge des modules de batterie intégrés dans cette tour. Alors faites attention, en termes de compatibilité, il y a des restrictions. C'est-à-dire que ici, la gamme Primo, sur les gammes HVS, on peut uniquement mettre des capacités allant de 5,1 à 7,7. La 10 kWh n'est pas compatible avec le Primo. Sur les gammes HVM, la même chose. Sur le Primo, on peut aller de 11 jusqu'à 19,3. Les modèles de 8,3 ou de 22 ne sont pas compatibles avec l'onduleur.
Cette incompatibilité est plutôt liée à la tension de fonctionnement de l'onduleur sur l'entrée batterie. Si vous mettez un 8.3, la tension de fonctionnement est à peine 150 volts et l'entrée batterie a besoin de beaucoup plus que 150 pour pouvoir fonctionner. Et même chose pour la 22 kWh, la tension de cette batterie est supérieure à ce que peut supporter la batterie, ce que peut supporter l'onduleur, pardon. Et donc on est légèrement au-dessus des 450 volts, qui est le maximum que peut supporter l'entrée batterie du Primo Gen 24. Sur le Simo Gen 24+, par contre, ces restrictions ne sont pas les mêmes, puisqu'on voit que sur la gamme HVS, on peut aller de 5,1 à 10 kWh. Et sur les HVM, on peut aller de 11 jusqu'à 22 en termes de capacité. Alors, si la capacité d'une tour ne vous suffit pas, qu'à cela ne tienne, vous pouvez rajouter 2 tours en parallèle ou voire 3 tours en parallèle. Donc, 3 tours en parallèle, c'est le maximum qu'on peut gérer. Et donc, le maximum de capacité qu'on peut gérer, c'est 3 fois 19,3. Donc, sur les Gen 24+, on ne peut pas mettre 3 HVM de 22, on est limité à 3 HVM de 19,3, ce qui mène déjà à une belle capacité de 57 kWh. Donc c'est déjà une belle capacité. On peut uniquement mettre des tours de batterie de même technologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mixer des HVM avec des HVS. Si vous partez en HVS, ce sera 2 ou 3 tours de HVS, et si vous êtes en HVM, ce sera 2 ou 3 tours de HVM. Et la hauteur des tours doit aussi être identique, c'est-à-dire que chaque tour doit avoir le même nombre de modules de batterie. Autre fabricant qui a des batteries compatibles avec nos produits, c'est le fabricant LG Chem avec sa nouvelle batterie LG Flex. Et donc là, on a une compatibilité avec la LG Flex 8.6 et 12.9 sur les Primo Gen 24+, et on a une compatibilité avec les 8.6, 12.9 et 17.2 sur les Simo Gen 24+. Donc ce type de batterie peut être monté en mural ou en version sol en fonction de vos choix. Bien, donc là on a parcouru la gamme onduleur, mais on a parlé on a parlé de solutions et non pas d'onduleurs dans le titre de ce webinaire. Donc ce qui veut dire que les solutions ne se limitent pas à la partie onduleur, mais on va voir qu'il y a d'autres éléments qui complètent ces onduleurs pour fournir des solutions optimisées d'autoconsommation dans le résidentiel. Donc déjà, pour avoir des solutions optimisées pour l'autoconsommation, il vous faut quelque chose qui mesure vos consommations. Donc là, vous êtes obligé de rajouter un compteur si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de votre bilan énergétique domestique. Donc dans ces compteurs, il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles intrusifs. Quand je dis intrusif, ça veut dire que vous êtes obligé de rentrer dans ces compteurs et de ressortir pour aller ensuite vers votre tableau électrique. En monophasé, donc vous avez deux modèles, 63 ou 100 ampères. En triphasé, vous avez deux modèles aussi intrusifs, 63 ampères et le TS 65 ampères. Donc pourquoi deux modèles? C'est juste deux fournisseurs pour avoir, je dirais, un plus large choix d'approvisionnement. Et ensuite, vous avez les modèles non intrusifs. Donc les modèles non intrusifs signifient que vous n'êtes pas obligé de traverser ce compteur pour le brancher. Vous pouvez mettre des tors de mesure externes et ces tors de mesure vont ensuite être posés sur les câbles sur lesquels vous voulez mesurer les courants de consommation de votre domicile. Pardon. Donc ici, sur ces modèles présentés ici, la communication avec l'onduleur se fait en mode bus RTU. Donc ça veut dire que c'est un câble réseau qui va relier votre compteur à l'onduleur pour transmettre les informations mesurées à l'onduleur. La limite de ce câblage est de 300 mètres. Donc si vous avez une distance entre l'endroit où vous avez mis vos onduleurs et l'endroit où vous avez mis votre compteur, puisque le compteur, on va le mettre en tout début de circuit, juste avant votre tableau de consommation. Donc si vous avez des longues distances de plus de 300 mètres, dans ce cas-là, on va partir sur
un autre modèle de compteur juste après. Et autre restriction, si vous ne pouvez pas passer ce câble Modbus parce que vous devez creuser ou perforer des murs et que vous ne souhaitez pas le faire, donc vous pouvez passer sur un autre modèle de compteur qui est sorti récemment, c'est le Smart Meter IP. Donc ce Smart Meter IP, pardon, c'est un compteur non intrusif, donc on va pouvoir aussi utiliser des tores de mesure pour aller mesurer nos courants. Et ce Smart Meter IP, lui, n'a pas forcément besoin d'être connecté à l'onduleur. Vous pouvez directement le connecter à votre box ADSL, donc à votre réseau informatique, soit en filaire, soit en Wi-Fi. Et comme votre onduleur est aussi connecté à ce même réseau informatique, donc à votre box, à la même box Internet, eh bien le compteur et ensuite l'onduleur vont pouvoir communiquer à travers votre box Internet sans avoir de liaison physique entre eux. Donc ça permet de s'affranchir des longues distances et ça permet aussi de s'affranchir de passer des câbles entre l'onduleur et ce compteur. Ce qui est aussi intéressant dans ce nouveau compteur, c'est que là, vous avez toutes les connectiques sont avec des borniers Vago, donc ce qui permet aussi d'éviter ce qui arrive parfois sur site, d'aller trop serrer les vis et d'abîmer donc les filetages de votre compteur. Parmi les tores de mesure, les éléments que je vais vous fournir là sont très importants. Donc pour les smart meters classiques, donc en câblage Modbus, donc là, les tores de mesure, ça va être des tores qui, en secondaire, mesurent un courant. Donc ça veut dire qu'ils vont mesurer un courant du côté primaire et ils vont avoir en sortie un signal courant entre 1 ampère et 5 ampères qui, lui, va donc être connecté au compteur. Par contre, faites très attention, pour les smart meters IP, ce n'est pas le même type de tore. Les tores qu'on va utiliser sur les smart meters IP, ils vont mesurer un courant en entrée, mais en sortie, ils vont pas fournir une sortie en courant, mais ils vont fournir une sortie en voltage. Donc là, la sortie de ce tore va être en 333 millivolts. Donc très attention. Si vous achetez vos tores chez Fronius, vous pouvez aussi les acheter ailleurs, mais si vous achetez les modèles vendus par Fronius, donc ceux qui fournissent une sortie en courant, ils ont l'indication CTA. Okay, et ceux qui fournissent des tensions en sortie ont l'appellation CTV. Donc n'allez pas mettre un CTA sur un smart meter IP. Là, vous allez endommager votre smart meter IP et la garantie ne pourra pas s'appliquer. Alors, position du smart meter, on vous recommande fortement de le mettre en début de circuit, c'est-à-dire entre votre compteur EDF et votre tableau de consommation. Généralement, l'onduleur est câblé directement sur ce tableau de consommation, comme un consommateur lambda. Et donc là, vous sélectionnerez dans votre réglage au niveau de l'interface de votre onduleur et vous indiquerez que le smart meter est mis sur un chemin d'alimentation ou chemin d'injection. Ça dépend des termes qui seront utilisés. Même chose pour vos tores. Si vous utilisez un modèle smart meter avec tore, de bien mettre les tores en sortie de votre compteur EDF pour pouvoir mesurer la totalité des flux entrants et sortants. Alors, grâce au smart meter, maintenant, on va pouvoir voir exactement les flux et mesurer les excédents. Alors, pourquoi laisser partir un excédent dans le réseau, même s'il est racheté à un moindre prix, alors qu'on peut l'utiliser dans le domicile? Et c'est là où on va pouvoir faire du pilotage de charge grâce à nos onduleurs. Et encore une fois, les fonctions pilotage de charge sont embarquées de série. Donc, pas besoin d'acheter des équipements complémentaires comme chez certains de nos concurrents. Donc, on peut piloter jusqu'à 4 charges maximum et chacune d'entre elles peut avoir ses propres critères d'enclenchement et d'arrêt. Donc, c'est des sorties 12 volts et on va pouvoir alimenter donc un relais, soit un relais de puissance qui aurait une bobine 12 volts pour l'alimenter, soit on place un relais intermédiaire de type Finder et ce relais intermédiaire va piloter lui un relais de puissance qui va ensuite alimenter un consommateur qu'on veut démarrer. Donc là, je vous montre physiquement où ça se situe. Donc sur une Data Manager carte, donc il y a un bornier orange qui est fixé ici et sur le bornier orange, vous branchez donc votre charge
entre une des entrées 0, 1, 2 ou 3 et le négatif de ce bornier-là. Et donc, quand votre critère d'activation sera atteint, 12 volts sortiront entre ici la sortie négative et une de ces 4 sorties. Donc, vous avez le même type de bornier sur les Gen 24 ici, sur la carte pilote qu'on voit ici dessinée sur la droite. Donc, sur les data managers, donc là, vous avez une sortie 12 volts 3,2 watts et sur les Gen 24, c'est une sortie 12 volts 6 watts. Donc les 3,2 ou les 6 watts, c'est pour les 4 sorties. C'est-à-dire que si vous avez un seul appareil qui est piloté, donc là, il recevra 12 volts 6 watts pour le Gen 24. Si par contre, vous avez 4 appareils qui sont connectés, qui sont pilotés, dans ce cas-là, les 6 watts sont divisés par 4. Chaque sortie aura un quart de ces 6 watts. Donc tenez-en bien compte pour choisir votre relais externe de pilotage. Donc il y a très peu de relais de puissance qui ont des bobines excitables avec de faibles puissances comme ça. Donc il est toujours intéressant d'utiliser un relais auxiliaire de type Finder qui eux nécessitent une puissance, je dirais, d'excitation très faible. Les paramétrages de seuil d'activation et d'arrêt, ou voire même de temps minimum de fonctionnement ou de temps maximum de fonctionnement par jour, etc., sont paramétrables directement sur l'interface, soit de la data manager, soit de la carte pilote. Donc là, on était sur le pilotage de charge, donc c'est du tout ou rien, c'est-à-dire que vous alimentez votre appareil, et votre appareil utilisera l'excédent et tirera la puissance nominale qu'il consomme lui-même. Mais ce pilotage de charge a ses limites. Imaginons que vous pilotiez un ballon d'eau chaude. Donc le ballon d'eau chaude, quand vous l'alimenterez, il tirera sa puissance nominale. Donc si c'est un ballon d'eau chaude qui consomme 3000 watts, si vous lui dites j'ai 1000 watts d'excédent, j'alimente mon ballon d'eau chaude, eh bien ces 1000 watts d'excédent vont être effectivement consommés, sauf que la résistance de votre ballon va tirer 3000 watts. Donc 1000 watts seront gratuits et provenance de l'excédent, et 2000 pour faire les 3000 de la résistance vont être tirés du réseau. Donc là, c'est pour aller plus loin dans ce pilotage pour tout ce qui est ballon d'eau chaude sanitaire qu'on a développé le Fronus Home Pilot. Et le Fronus Home Pilot, lui, ne va pas laisser la résistance tirer sa puissance nominale et il n'autorisera la résistance qu'à consommer l'excédent exact qui est existant dans mon installation PV. Donc ce Home Pilot, donc il va transférer de manière dynamique le surplus. Donc si vous avez 200 watts, il n'enverra que 200 watts à la résistance. Si vous avez 500, il n'enverra que 500 et il ne laissera à aucun moment la résistance tirer d'elle-même sa puissance nominale. Donc ça fonctionne que sur des charges purement résistives. Ça peut fonctionner sur des systèmes, des appareils monophasés jusqu'à 3000 watts ou des appareils triphasés jusqu'à 9000 watts. On peut rajouter des sondes de température pour mesurer la température de votre ballon, de votre eau. Et à partir de là, on peut aussi mettre des plages de confort programmables, surtout en hiver, si vous n'avez pas beaucoup d'excédent. Dans ce cas-là, on peut dire à l'appareil, si j'ai pas mes 50 degrés de température entre 18 et 20 heures, dans ce cas-là, tu forces mon ballon à chauffer en tirant du réseau. Alors, quel type de charge? Principalement adapté aux ballons d'eau chaude sanitaire. Il vous faut un thermostat mécanique, c'est obligatoire, car la sortie du Home Pilot n'est pas en 230 volts alternatif. Ce sera un signal en PWS. Et donc, si vous avez un thermostat électronique, ça risque de l'endommager puisqu'il ne va pas recevoir du 230, mais un signal PWS. Ensuite, si vous êtes en triphasé, vérifiez bien que votre thermoplongeur est bien alimenté avec 3 phases et un neutre. Certains thermoplongeurs n'utilisent que 3 phases et donc ils sont en câblage triangle sans le neutre. Et nous, on a absolument besoin du neutre pour fonctionner, donc il faut que votre thermoplongeur soit câblé en étoile, donc avec 3 phases et un neutre. La sonde de température est recommandée, pas obligatoire, mais si vous voulez des plages de confort, dans ce cas-là, cette sonde de température est fortement recommandée. Comment fonctionne le système?
Donc votre onduleur produit, imaginons qu'il produise 1500 watts, votre smart meter va vérifier quel est l'excédent. Donc là, on voit que la maison consomme 1000 watts, donc j'ai 500 watts d'excédent. Donc le smart meter informe l'onduleur. L'onduleur ensuite envoie la consigne au home pilot de libérer ces 500 watts et d'aller les fournir à la résistance. Donc le home pilot ne fournira que 500 watts à ma résistance. Comment le home pilot communique avec l'onduleur? Il y a plusieurs moyens. Donc il peut communiquer soit en mode bus RTU. Donc là, on va connecter un fil sur l'entrée mode bus de l'onduleur. Soit vous pouvez connecter votre home pilot en filaire à votre box internet ou en Wi-Fi avec votre box internet. Et comme l'onduleur est aussi connecté à cette même box internet, les deux vont pouvoir communiquer à travers votre box internet sans liaison entre l'onduleur et le home pilot. Ensuite, autre appareil aussi pertinent, et ça va être de plus en plus pertinent à l'avenir, puisque les politiques, en tout cas européennes, ont décidé qu'à partir de 2030, il devrait y avoir quasiment que des véhicules électriques vendus en neuf. Donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques. Et là, donc, on a la bande de recharge Fronius qui s'intègre aussi dans notre environnement Fronius. Et l'objectif de cette borne, c'est d'aller recharger votre véhicule avec de l'énergie verte. Donc, dans la gamme Home Pilot, on a le Watt Pilot Home et le Watt Pilot Go. Retenez que si vous êtes en France, le Watt Pilot Home n'est pas compatible pour la France. D'accord? Alors pourquoi il n'est pas compatible pour la France? C'est parce que dans la réglementation des bornes, quand vous avez une borne qui est branchée en fixe sur un tableau, dans ce cas-là, cette borne doit disposer d'un connecteur type 2S et nos bornes répondent aux critères européens, mais pas forcément aux critères France, puisque la borne ici est un connecteur véhicule qui est en type 2 et non pas en type 2S. Donc pour ceux qui ne savent pas, le type 2S, c'est un peu l'équivalent d'une protection enfant. Donc il y a des capuchons qui protègent la possibilité de rentrer des objets dans les connecteurs. Le Watt Pilot Go, lui, est valide pour la France, puisque c'est une borne entre guillemets mobile. Elle n'est pas fixée en permanence sur un tableau électrique. Et donc, donc il n'y a pas d'obligation, je dirais, d'avoir ce type de S en entrée. Par contre, ce qu'il faut, c'est surtout pas aller couper la prise IPRA ici du Watt Pilot Go, sinon vous en faisiez un Watt Pilot Home et ensuite la garantie risque aussi d'être caduque. Et même chose, il faut mettre aussi dans le domicile donc une prise spécifique de chez Legrand qui est donc qui a été approuvée avec Consuel. Donc cette prise Legrand, c'est une prise IPRA Precinter. Et l'intérêt de cette prise, c'est qu'elle fournit une protection équivalente à la protection enfant. Et donc elle permet d'être utilisée en résidentiel, ce qui n'est pas le cas d'une prise IPRA classique qui est destinée principalement aux tertiaires ou industriels. Donc cette prise IPRA, Precinter de chez Legrand, elle ne fournit pas d'alimentation à ces bornes tant que vous n'avez pas d'appareil connecté dessus et que vous ne faites pas un quart de tour pour déverrouiller, je dirais, son alimentation. Et ensuite, votre appareil connecté sur cette prise est verrouillé et vous pouvez le déverrouiller que manuellement en appuyant sur un bouton. Et en déverrouillant, vous arrêtez de nouveau l'alimentation et donc c'est l'équivalent d'une protection enfant. Donc le Watt Pilot Go existe en 11 kW et en 22 kWh. 22 kW, pardon. Donc 11 kW en triphasé et 22 kW en triphasé. Bien sûr, vous pouvez les brancher qu'en mono, donc vous branchez qu'une phase, un neutre et une terre, et donc vous pouvez aussi les utiliser en monophasé. Donc la 11 kg fournira donc un tiers en mono et donc environ 3,7 et la Watt Pilot en 22 kW
Si vous l'utilisez en mono, on sera autour de 7 kg sur une phase. 3 modes de charge sur cette borne. L'objectif n'est pas de vendre des bornes de recharge classiques, mais vraiment de vendre des bornes de recharge capables de réutiliser le surplus de votre installation. Donc là, il y a le mode Eco, le mode Next Trip et le mode standard qu'on va développer juste après. Donc le mode Eco, l'objectif c'est de recharger votre véhicule qu'avec l'excédent PV qui n'a pas pu être consommé par les autres consommateurs. Donc là, si vous êtes de journée, que vous avez branché votre véhicule et qu'il y a un excédent, bah, la batterie rechargera votre véhicule qu'avec l'excédent. Donc après, le problème c'est que là, de nuit, elle ne pourra pas recharger puisqu'elle ne recharge qu'avec l'excédent. Et de nuit, comme il n'y a pas de PV, on ne peut pas avoir d'excédent. Donc pour ce type de besoin, vous avez aussi le mode Next Trip. Le mode Next Trip, on va faire un mix entre la recharge avec du surplus et le soutirage du réseau en complément. Qu'est-ce qu'on va définir? On va lui définir un kilométrage à parcourir à une heure donnée. Donc imaginons, je dis à mon appareil, je veux parcourir demain 60 km à partir de 7 heures du matin. Dans ce cas-là, donc il va d'abord charger la batterie avec un excédent disponible, s'il y en a bien sûr, s'il y a un excédent sur la journée. Et à partir d'un certain moment, il va faire son bilan et il va vérifier s'il est encore capable de l'atteindre ou pas, l'objectif que lui avait fixé de 60 km à partir de 7 heures du matin le lendemain. S'il voit qu'il ne peut plus l'atteindre, dans ce cas-là, il va arrêter l'utilisation du mode éco et va ensuite tirer du réseau pour fournir le complément de charge de votre batterie pour atteindre votre objectif. Donc là, c'est un bon compromis entre le mode éco et le mode standard. Donc là, on utilise une partie d'excédent et si on n'a pas assez pour l'objectif qu'on s'est fixé, dans ce cas-là, on prend le complément du réseau. Ensuite, il y a le mode standard. Donc le mode standard fonctionne comme une borne de recharge classique. Hein. Donc vous définissez manuellement l'ampérage de charge, si vous êtes en mono ou en tri, etc. Et votre borne tire directement du réseau pour charger votre véhicule comme une borne classique. Donc ce courant de charge peut être soit fait via l'application de la borne, soit directement via un bouton physique pour augmenter l'ampérage de charge nécessaire. Fonctionnement du watt pilote. Donc votre onduleur est relié à du PV. Il a un compteur qui va mesurer les flux et donc va pouvoir voir l'excédent. Et quand il y a un excédent, il envoie l'info à l'onduleur et l'onduleur va ensuite donner l'information à la borne de recharge pour utiliser cet excédent. La borne de recharge n'est pas reliée physiquement à l'onduleur. Donc la borne de recharge est reliée en Wi-Fi uniquement, donc il n'y a pas de filaire possible. Donc il est relié en Wi-Fi à votre routeur, donc à votre box Internet. L'onduleur est aussi relié à ce même routeur, soit en filaire, soit en Wi-Fi. Et donc les deux peuvent communiquer dans le même réseau via votre box Internet. Bien sûr, cette borne, vous pouvez récupérer ces données de production sur le portail SolarWeb. Hein, donc vous pouvez voir en temps réel, même si vous n'êtes pas chez vous, si votre véhicule est en train de charger, quelle puissance il tire du réseau. Et vous pourrez aussi voir sur SolarWeb donc l'historique de votre journée. Donc là, vous verrez par exemple ici en violet la part prise par votre borne de recharge et qui était initialement un excédent. Donc là, c'est un exemple de système complet où la personne a une batterie. Ici, on voit ici la batterie qui se charge en vert. C'est un excédent qu'elle a récupéré. On voit ici le taux de charge de la batterie avec la courbe verte ici. Donc cette personne a aussi un home pilot. Donc on voit ici l'excédent que la personne a récupéré via son home pilot, ici en orange. Et on voit ici la courbe de température de son eau qui grimpe quand on récupère l'excédent via le home pilot. Là, le gris, c'est un excédent qui n'a pas pu être utilisé, puisque ma batterie ici est déjà pleine, ma température d'eau est au maxi, et donc là, l'excédent n'a pas pu être utilisé. Et le véhicule électrique n'était certainement pas là à ce moment-là, sinon il aurait pu être chargé à ce moment-là. Mais là, on voit que vers midi, donc la personne est revenue chez elle
Et le violet ici caractérise la charge de la batterie et l'excédent qui a été récupéré via le mode Eco ou Next Trip pour charger les véhicules avec de l'énergie verte. Donc pour paramétrer cette watt pilote, donc on a une application. Cette application s'appelle Solar Watt Pilot. Et donc via cette application, donc vous pouvez paramétrer votre borne de recharge, modifier les réglages, la consulter à distance, modifier les réglages à distance, même si vous n'êtes pas chez vous. Donc vous avez un contrôle total sur votre borne de recharge. Donc beaucoup de fonctionnalités embarquées qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais il y a un excellent webinaire fait par mon collègue Nicolas Herlot qui va revenir courant 2023 de nouveau, et puisqu'il y a peu de temps il y a à peu près un mois qu'un webinaire sur le Watt Pilot a été fait de manière plus détaillée. Très bien. Donc là, on a parcouru toutes les solutions pour le résidentiel. Donc je résume. Hein. Donc vous avez des produits pour des produits pour les clients qui n'envisagent pas d'étendre leur installation avec des batteries futures. Donc la gamme Snap Inverter. Ces gammes Snap peuvent parfaitement être associées à du pilotage de charge, à un home pilote, à un watt pilote pour optimiser votre autoconsommation. Ensuite, si votre client est plutôt quelqu'un qui veut se projeter à l'avenir, dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement lui poser soit un Gen 24 tout court, soit un Gen 24 Plus. Le Gen 24 tout court donc fournit un mode secours via la sortie PV Point en monophasé, limité à 3000 watts. Et s'il veut faire évoluer cet onduleur ensuite avec du stockage, il peut ensuite le débloquer en achetant une licence pour pouvoir rajouter des batteries et faire du mode secours complet. Donc voilà, donc j'espère que vous avez une meilleure vue de toutes nos solutions. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'autres éléments ou si vous avez des questions ultérieures après ce webinaire. Donc le webinaire se clôt. Vous pouvez poser vos questions au niveau du chat et mon collègue s'efforcera de vous répondre. Je vous remercie de votre participation et n'oubliez pas que juste après, il y a une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse améliorer nos futurs webinaires. Je vous souhaite à tous une excellente journée et au plaisir de vous revoir dans l'univers Fronus.